bonjour, bienvenue au forum de l'enseignant. Aujourd'hui, une thématique cruciale nous réunit. C'est le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire. Mieux comprendre pour mieux agir. Donc, on va commencer par comprendre avant de céder la place à mon collègue, c'est Monsieur Chebani, qui va vous présenter la réponse donnée par le ministère de l'Éducation nationale autour d'un dispositif qui s'articule, qui s'appelle déjà al-ihtimam al-mushtarak. Al-ihtimam al-mushtarak, c'est la préoccupation partagée. Et ce projet, il est porté bien sûr par le ministère. Il a été mis en place sous la présidence effective de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Et bien sûr, le projet est soutenu et porté par d'autres partenaires comme l'ONDE. Enfin, je vais les remercier quand même. L'ONDE, la DGSN, l'AGR, l'ADD, le Orange Maroc et le Centre Résiste. Le harcèlement, c'est un sujet dont on parle souvent. Il est au cœur des préoccupations. On le trouve dans toutes les discussions. On en parle en famille, on en parle dans la presse, on en parle dans les établissements scolaires. Et des fois, on a l'impression qu'on sait de quoi il s'agit. Et bien entendu, pour nous tous, on va prendre aujourd'hui le temps de mieux comprendre. Mais avant ça, si je vous disais que 10% de nos élèves sont concernés par ce phénomène. Et ça, c'est quelque chose de réel. C'est une réalité. Ce sont des statistiques. Elles ont été données par l'UNESCO. 10%, ça fait 200 000 collégiens. 10%, ça fait 600 000 élèves à l'échelle nationale, c'est-à-dire tout niveau confondu. 600 000%, ce sont des élèves qui arrivent le matin, qui n'ont pas forcément la même préoccupation que leurs camarades. Ce sont des élèves qui arrivent en espérant juste passer inaperçus. Des élèves qui n'ont pas comme préoccupation parce que ils ont d'autres choses en tête qui les taraudent. Ils ont comme enjeu juste que personne ne s'en prenne à eux dans cette journée. Alors, bien sûr, ces 600 000 élèves, c'est pour eux que nous sommes là aussi aujourd'hui. Mais avant de commencer par aller plus loin, avant d'aller plus loin, je vais commencer par vous donner les définitions qui ont été données par les chercheurs, parce que les scientifiques se sont penchés sur la question. Ils sur plusieurs points, mais il y a au moins 3 points sur lesquels ils s'accordent. La répétition des faits, la disproportion des forces et, bien entendu, l'incapacité qu'a la cible à se défendre. Et bien entendu, quand on donne cette image, la définition, elle est importante. Avant de commencer n'importe quel traité, n'importe quel phénomène, il faut d'abord le comprendre. Et une définition, sauf que cette définition, elle a comme effet secondaire tout de suite dans notre inconscient collectif, on a une image de la victime, une victime faible, une victime avec des problèmes psychologiques, sociologiques, une victime qui n'est pas bien sûr capable de se défendre face à quelqu'un qui est agressif, perturbateur. Donc ça, c'est l'image. Et bien sûr, ça, c'est renforcé par tout ce qu'on voit dans nos écoles, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est relayé dans les médias. C'est la partie la plus bruyante qui est là. C'est la partie visible. Et nous représentons le harcèlement comme
un iceberg, Jebel Jalid. Il y a une partie qui est à la surface de l'eau, et c'est ça la partie dont je parlais, c'est la partie visible, et en dessous de l'eau, c'est la partie invisible, et notamment pour les adultes. Les adultes, on arrive plus ou moins à voir ce qui se passe en surface, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des plaintes, pendant que sous l'eau, il y a des choses qui se passent sans que la victime ne puisse définir ce qu'elle vit. Elle ne peut pas dire voilà, on m'a rejeté. Elle n'a pas de preuves tangibles. Elle ne ما عندها حتى شي دليل باش يمكن لها تمشي تشكى. Donc c'est ça ce qui rend les choses difficiles. Autant à la surface, hein, elle peut dire voilà, on m'a insulté, on m'a dit, on m'a violenté, donc ça c'est des faits tangibles. Et l'adulte, plus ou moins, il arrive à agir, pendant que sous le iceberg, là, c'est des regards, des insultes, mais c'est des choses imperceptibles. Ça se passe dans le groupe, mais les adultes ne voient rien. Et c'est ce qui complique les choses, parce que les adultes n'arrivent pas à imaginer cette dynamique de groupe. Et le groupe est là, il ne réagit pas. Le groupe, bien sûr, dans le groupe, on a toujours avant de parler du groupe, moi j'aimerais bien vous dire que pour traiter le harcèlement, on a longtemps traiter le harcèlement en nous penchant sur, on en avait une lecture individuelle. Dès qu'on a une situation, on essaie de voir où est le problème chez l'élève victime, où est le problème chez l'élève qui harcèle. Mais en réalité, pour régler et pour agir au niveau du harcèlement, il faut agir sur la dynamique de groupe, et ça on le verra avec mon collègue Monsieur Chebani. Alors, je disais que la lecture individuelle, elle nous permettait pas forcément de régler la situation. C'est vraiment en passant à une lecture relationnelle qu'on peut agir sur ce phénomène, sur la dynamique de groupe. Donc, bien sûr, tout à l'heure, j'ai parlé du groupe. Le groupe, comme ça se passe sous les yeux des élèves, bien sûr, c'est comme si c'était une pièce de théâtre et les rôles sont définis. Il y a un qui va initier. C'est le petit chef qui va initier le mouvement. Il y a la cible qui est là, qui subit. Il y a les autres, tous les autres. Et les autres, il y en a ceux qui rient, ceux qui encouragent et ceux qui se taisent. Mais ceux qui se taisent, le silence n'est jamais anodin. C'est comme s'ils validaient ce qui se passait. Et donc, ces élèves-là qui ne réagissent pas, on va voir, est-ce que c'est un manque de courage? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'ont-ils pas le courage de dire stop? Alors, heureusement, on a un chercheur dans les années 50 qui s'est penché sur la question. Il a essayé de voir pourquoi est-ce que le groupe, la pression du groupe fonctionne bien. Il a pris un test. Vous voyez, c'est un truc très simple. Il a mis des bâtonnets avec une longueur et il a posé la question suivante. Quel est le bâtonnet de ABC qui a la même taille que X? Et bien sûr, comme le groupe était de connivence, tout le groupe dit A. Et vous voilà, on se retrouve avec 37% de personnes des cobayes qui n'étaient pas dans la confidence, qui disent A, tout en sachant que c'est évident, pour eux c'est B, mais comme il y a la pression du groupe, ils ne veulent pas avoir le groupe contre eux. Alors ça, c'est les adultes. On a 37% d'adultes qui réagissent comme ça. Je vous laisse imaginer. On va s'imaginer, nous, à 13 ans, 14 ans, dans une cour de récréation, et on voit devant nous un groupe d'élèves en train de harceler un élève. Est-ce qu'on aurait eu le courage d'aller dire stop? Je ne pense pas.
C'est pas parce qu'on n'est pas humain. C'est justement, nous sommes très humains. Et l'humain craint le groupe. Il ne veut pas se mettre le groupe à dos. Donc, ça, c'est des statistiques, c'est une expérience. Mais en même temps, ce que nous a donné H, il nous a donné une lueur d'espoir. Et c'est ce que nous utilisons pour traiter le harcèlement. Alors, H, il a dit qu'il suffit d'une personne, une seule, pour renverser la tendance. C'est-à-dire que si on a une personne qui dit « Ah non, c'est B », eh ben, le 37% va descendre. Donc ça, c'est vraiment un levier pour nous et nous allons l'utiliser dans le traitement de la dynamique de groupe. Alors, bien entendu, le harcèlement, il y a eu l'avènement du numérique. Et là est arrivé le cyberharcèlement, qui n'est pas un phénomène différent. C'est le même phénomène. Mais bien entendu, il est plus amplifié. Et il est amplifié à différents niveaux. Le cyberharcèlement, d'abord, la rapidité, la diffusion rapide. Là, on met tout de suite un message à Rabat. Et dans les secondes qui suivent, il est en Australie, il est en Afrique du Sud, il est en Europe, il est partout. Et ça nous montre que le harcèlement ne se passe plus dans une cour de récréation, parce qu'avant, ça se passait dans la classe, ça se passait dans la cour de récréation. Maintenant, on est dans une cour de récréation géante, où les élèves se sentent vraiment bombardés de partout. L'anonymat, je vais parler d'abord de l'anonymat. Bien sûr que quand on est derrière un écran, il n'y a aucune empathie. On n'a pas la victime en face. On ne ressent rien. Et c'est la désinhibition totale. On se lâche. On surenchérit. On dit tout ce qu'on a envie de dire. On se croit anonyme. Bien sûr, il y a un autre point, c'est la permanence. La permanence, avant, nos élèves, quand ils sortaient de l'école, la porte de l'école fermait à 16 heures, et ils avaient un peu de répit, ils pouvaient se ressourcer, rentrer, souffler à la maison. On souffle. Maintenant, il n'y a plus ça. Parce que même après 16 heures ou 18 heures, ça peut continuer. Ça continue dans la soirée. Ça continue toute la nuit. Et ça peut continuer 24 heures sur 24. Et l'enfant se retrouve bombardé, seul, face à un écran, mais il n'est pas seul, parce que lui, c'est pas un écran qu'il voit, il voit un groupe. Et ce groupe, il y en a un qui va liker, l'autre qui va partager, l'autre qui va commenter, et ça, c'est pour lui la validation, comme je disais tout à l'heure, et il valide la violence. Et pour lui, ce n'est plus un groupe, c'est une meute. C'est une meute déchaînée, une meute. Il y a واحد مصيبه كتجي بحال اللي طلقتي عليه واحد ان لاشي دو شيان ولا شي مصيبه هكا كل الغول. حنا كان على لي لو كنهضروا على لا meute ديال لي لو. دونك كيحس براسو اتاكي دو بارتو. Donc, le cyberharcèlement, là, j'ai fait le choix de vous parler de deux situations. Quand on voit le cyberharcèlement, si j'amenais mes amis de l'ADD ou de la DGSN, ils vont nous faire un déroulé exhaustif de toutes les noms le cyberharcèlement. Moi, j'ai choisi de vous en retenir deux. Ce sont les plus fréquents au sein de nos établissements. Il y a le flaming. Le flaming, c'est quand nos élèves ils mettent une photo ou un commentaire et ils se reçoivent, ils sont bombardés de messages négatifs. Des messages, quand je dis bombardés, ça peut arriver à des centaines de messages dans une même soirée. Donc imaginez des messages négatifs. Donc imaginez un élève seul dans sa chambre, dans son silence, recevant ces centaines de messages négatifs. C'est violent.
Et le cas le plus violent et le plus dangereux dans nos écoles, c'est le sexting. Le sexting, ça commence par une relation de confiance entre deux élèves, entre deux personnes, et il y a des échanges dans le cadre intime. Une photo échangée, c'est légal. Il n'y a rien d'illégal, c'est un partage. Et cette photo, par trahison, la rupture de confiance, il y a une rupture de confiance, et la photo est mise sur les réseaux sociaux. Et là, la victime, elle va recevoir 3 blessures, et déjà chaque blessure, chaque blessure est violente pour un individu, pour un adolescent, c'est encore pire. Donc chaque blessure est terrible. Il y a la trahison, c'est dur. Il y a la honte, la personne se retrouve exposée sans son consentement. Peut-être avec des photos qu'elle n'a jamais désiré partager ou des paroles qu'elle n'a pas souhaité partager. Et ça se retrouve sur un espace public sans son consentement. Et bien entendu, le pire, c'est que quand l'élève revient à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la communauté scolaire qui se met contre cet élève. Toute la communauté la rejette. Quand je dis sexting, ça arrive aux filles comme aux garçons. Ça, c'est, croyez-moi, ça concerne autant de filles que de garçons. Alors, quand bien sûr, on a un cadre légal. La loi marocaine, elle sanctionne ces faits. Elle sanctionne les auteurs. Donc ça, c'est déjà un grand progrès. Mais seulement, le mal est fait. L'enfant peut-il revenir à l'école? Et on sait très bien que un élève qui a subi le sexting, et là je mesure mes mots, il est en danger de mort. Bien sûr, il y a le danger de la déscolarisation. Il y en a beaucoup qui ne reviennent plus à l'école. Et des fois, on ne sait même pas pourquoi. Et c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les réseaux sociaux et les adultes ne sont pas au courant. L'an dernier, par exemple, j'ai eu une situation au nord du Maroc, dans un établissement scolaire, et l'élève, elle a sauté du premier étage. Heureusement qu'elle n'est pas décédée, mais au moment où elle a sauté, c'était la sidération chez les adultes. Tout le monde était choqué, mais les élèves disaient, mais nous, on savait. Parce que eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils savent ce qui se passe. Alors que nous, les adultes, des fois, on ne voit pas ce que eux, ils voient. Comme je disais, bien sûr, la loi, heureusement que la loi a évolué, heureusement que la loi sanctionne, mais bien sûr, il faut un dispositif pour protéger cet élève au sein de l'établissement. Et ça, c'est ce que fait al-ihtimam al-mushtarak. C'est que quand il y a des situations comme celle-là, tout de suite, l'élève est pris en charge et il est protégé pour qu'il n'y ait pas de drame. On a évité pas mal de drames. Alhamdoulilah. Donc, bien sûr, on se dit pourquoi, si les choses sont aussi fréquentes, aussi 600 000 élèves sous nos yeux et on ne les voit pas, pourquoi ça parle pas? Les adultes n'arrivent pas à traiter quelque chose de si visible, même si de si présent plutôt. Et bien entendu, c'est la raison principale, c'est le silence. Tout le monde se tait, ça se passe et chacun se tait. Et chacun pour des raisons différentes. La victime, elle ne parle pas parce qu'il y a plusieurs choses qu'elle craint. Elle a peur de ne pas être crue. Elle a peur elle a la honte. Elle a la honte parce que une victime, on n'est pas trop fier d'être victime. Et il y a aussi la peur des représailles parce que quand les adultes traitent et quand les adultes donnent des réponses pas adéquates, sans protéger, quand on sanctionne sans protéger la victime, eh ben il y a un risque énorme, c'est celui des représailles. Et dès qu'il y a une fois, 2 fois des représailles dans un groupe suite au harcèlement, eh ben c'est terminé, c'est
on ne parle plus, on ne dit plus qu'on est harcelé parce que ça ne sert à rien. Les élèves le disent, mais ça ne sert à rien. Je sais que je vais parler, mais ils vont rien faire parce que, ou ils vont faire des choses qui vont empirer la situation. Donc, ce sont les raisons qui laissent les victimes dans leur silence. Bien entendu, les témoins, on a dit pourquoi ils ont eux-mêmes peur d'être rejetés et de prendre la place de la victime. Donc, ما نتكلم ما نشوف ما نرى ما نبقى ساكت من الأحسن بالنسبة لي. Donc ça c'est un tout ce silence est forcément le moteur et ça constitue les difficultés. Alors bien entendu, on a regardé ce système de l'extérieur, on a vu sa mécanique, on a vu sa dynamique. Maintenant, on va voir ce qui se passe de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact? Quelles sont les conséquences sur l'élève? Parce que ça aussi, quand on vit eh ben forcément, il n'en sort pas indemne. Alors, je vais vous dire des chiffres. Mais les chiffres, pour moi, à chaque fois que je vous donnerai des chiffres, imaginez un élève, un visage, un élève qui subit ça. Alors, moins 39 points dans les évaluations globales. Sur l'évaluation globale, un élève harcelé perd 39 points par rapport à un camarade qui vit sa vie. Alors, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il est préoccupé par autre chose. C'est parce que son cerveau n'est pas, l'espace n'est pas libre pour apprendre. Donc ça, c'est 39. Bien sûr, ils ont plus de risques d'être perturbés dans leur sommeil. Ils sont à 17,2% d'élèves perturbés dans leur sommeil, pendant que ceux qui ne sont pas harcelés, ils ont 7%. Alors, quand on dit perturbés dans le sommeil, on peut voir l'état dans lequel le lendemain ils vont se présenter à l'école. Est-ce qu'on est disposé à apprendre? Je ne pense pas. Et bien sûr, pour moi, le chiffre le plus glaçant, le plus terrible, c'est celui de 23,4%. 23,4%, c'est un élève sur 4 harcelé qui pense au suicide, mettre fin à sa vie. Et là, ce n'est plus un problème de relations sociales, c'est un problème de santé publique. Et vraiment, je mesure mes mots. D'accord? Donc, heureusement, le Maroc s'est équipé pour agir, pour ne plus laisser ce phénomène perdurer et faire de notre mieux pour accompagner ces élèves. Alors, on a mis en place, le ministère, comme je l'ai signalé tout à l'heure, et moi je ne vais pas le développer, c'est mon collègue qui va vous en parler, on a mis en place un dispositif qui va du cadre stratégique, c'était la vision au plus haut niveau de l'État, on l'a déployé pour que l'on arrive, c'est vraiment un système, c'est systémique, pour arriver jusqu'à l'accompagnement de l'élève. Donc c'est ça toute l'architecture que nous développera Sichbani. Et bien sûr, au cœur, et ce dispositif, c'est pas une action isolée. Il va bien vous l'expliquer. C'est quelque chose de structuré. C'est quelque chose d'accompagné à tous les niveaux. Et au cœur de ce dispositif, nous avons la méthode de la préoccupation partagée. La méthode de la préoccupation partagée, bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour traiter le harcèlement. Mais qu'est-ce qu'elle a de super, cette méthode? C'est que elle agit justement sur la dynamique de groupe. Souvenez-vous de la situation de H, l'expérience de H, et nous renversons grâce à du mimétisme positif, parce que ce qui se passe dans le suivisme, ce qui se passe dans le mimétisme négatif, on arrive à l'inverser positivement. Et on a une dynamique qui s'inverse, et ça,
il suffit que l'on ait un adulte formé qui a cette légitimité. Et je vais vous donner sans trop tarder un exemple, l'exemple de Nadia, une élève de première année collège. Ah voilà, c'est Nadia. Nadia est une élève de la première année collège. Nadia est une élève qui a commencé son année tranquillement et petit à petit, et ce sont des cas comme Nadia, on en a plusieurs, mais je vous en cite un. Nadia, elle a commencé, comme je le disais, son année tranquillement. Elle est venue pour apprendre. Sauf que Nadia, elle a tout de suite commencé à recevoir des insultes, des remarques sur son physique. Bon, pour un autre, peut-être que ça n'aurait pas eu d'effet. Pour Nadia, il y a eu un effet. Nadia, ça l'a touchée. Nadia, ça l'a affectée. Et Nadia a commencé à se retirer petit à petit, jusqu'à rester seule. Seule dans la cour, seule dans la classe, seule au moment des repas. Elle était constamment seule. Sur le chemin de l'école, tout le temps seule. Elle a été repérée, signalée, parce qu'on a un système de signalement. Et quand elle a été signalée, tout de suite, la cellule al-ihtimam al-mushtarak s'est mobilisée, la cellule MPP. Pour ceux qui la connaissaient, parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a baptisée al-ihtimam al-mushtarak. La cellule MPP, elle a tout de suite, elle se mobilise et tout de suite, elle va prendre en charge, une personne va s'occuper de la victime tout de suite. Vraiment, c'est une réaction très rapide. Et dans la foulée, on enclenche une série d'entretiens. Et dans ces entretiens, vous avez des adultes, comme j'ai dit, ils sont formés, ils ont une posture, ils sont dans une fermeté et dans une bienveillance. Ils tiennent le cadre. C'est nous, on va rétablir cet équilibre qui, bien sûr, quand vous avez Nadia face à un groupe, il y a plus d'équilibre, il y a plus d'équilibre des forces, il y a plus de capacité à se défendre. Donc les adultes interviennent, mais interviennent d'une façon très méthodique. Quand on a un élève qui est harcelé, quand on a en face de nous des élèves auteurs, on ne les accuse pas. On ne dit jamais qu'est-ce que tu as fait à Nadia, parce que vous accusez un élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre, il va argumenter. Alors que lorsqu'on est face à un élève qui, on va solliciter son empathie. On va lui dire, nous sommes préoccupés pour Nadia. Et bien entendu, on lui pose la question, qu'est-ce que lui ou elle peuvent faire pour que les choses s'améliorent pour Nadia? Et c'est ce qui est incroyable, c'est que les enfants coopèrent. Quand ils sont sollicités, quand ils sont dans cette posture-là, quand on les traite de cette manière-là, ça marche. Les élèves, bien sûr, ils coopèrent. Et les résultats étaient là. Au bout de quelques jours, au bout de 2 semaines, Nadia, elle a retrouvé sa joie de vivre. Nadia, les rumeurs ont cessé. Les exclusions ont cessé. On a commencé à intégrer dans les groupes de travaux, à la récréation, etc. On a réintégré Nadia. Et Nadia, elle se sentait de mieux en mieux jusqu'au point où, bien sûr, il y a un suivi au cours pour cette méthode, il y a un suivi dans les entretiens. Il y a toujours un suivi. Et la cellule al-ihtimam al-mushtarak, elle va s'assurer que réellement, effectivement, les choses se sont améliorées. Alors, si je devais clôturer, pour passer la parole à mon collègue, je vous dirais que quand la préoccupation partagée, on m'a dit de m'éloigner des baffles, il faut rester au milieu, quand la préoccupation devient partagée, l'engagement devient collectif. Et mesdames, messieurs, si je vous demandais de retenir une chose, ne retenez pas les chiffres, retenez les visages de ces enfants, parce que derrière chaque visage, il y a une souffrance. Il y a un élève qui attend que nous tous agissions. Donc, c'est pour transformer,
en action que le Maroc, le ministère de l'Éducation nationale s'est équipé de ce dispositif pour venir soutenir nos élèves. Et sans trop tarder, je vais passer la parole qui, lui, va nous dire le comment est-ce qu'on agit. Merci, mesdames, messieurs. Donc, je vous remercie, Madame Amel Hassoun. Bonjour à toutes et à tous. Nous aurons désormais, après cette présentation de Madame Amel, bien compris pourquoi il est vraiment difficile de faire face au harcèlement et d'agir efficacement, normalement, contre ce phénomène d'une complication remarquable. Alors, mon enchaînement propose donc de déplacer notre regard pour découvrir ensemble comment le dispositif Al-Ihtimam al-Mushtarak, le dispositif IAM, comment il apporte une réponse structurée et concrète à cet enjeu. Ainsi, donc, mon propos sera consacré principalement à la présentation de ce dispositif et plus spécifiquement à sa dimension la plus stratégique, la formation et la duplication. J'ai dit que moi, je vais essayer de me consacrer principalement, si vous voulez, à cet aspect stratégique de la formation, de la duplication et du déploiement du dispositif. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est bien par cette approche capacitante que nous pourrons envisager un déploiement cohérent et pérenne à l'échelle de l'ensemble du territoire marocain. Alors, ce déploiement stratégique basé sur le dispositif IAM ne peut faire l'économie d'un socle méthodologique éprouvé, et Madame Amel vient d'en donner quelques repères. C'est la méthode de la préoccupation partagée. Alors, pour saisir son efficience, il convient d'en examiner en premier lieu le moteur opérationnel qui est cette MPP. Et comment cette méthode métamorphose notre posture, surtout notre posture et notre action face au harcèlement. Alors, cette méthode-là, dans sa version francophone que nous appelons MPP-FR, c'est-à-dire la méthode de la préoccupation partagée version française, a été développée par Anatole Pikas, qui est un psychologue suédois d'origine estonienne, mais qui a été adapté en France par Jean-Pierre Bellan et Marie Cartier du centre Résis. Alors, son principe fondamental, c'est quoi ? C'est faire face à une situation de harcèlement dans laquelle on ne cherche pas un coupable. On mobilise les élèves impliqués pour mettre fin à la situation de souffrance. Et c'est ça le vif, si vous voulez, de l'approche. Sans accusation, sans confrontation. Alors, voyons comment cette approche, en 4 étapes clés, transforme notre manière d'agir et d'intervenir. Je reviendrai dans un instant sur la modalité de son implémentation concrète sur le terrain. Pour commencer d'abord de cette première étape qui commence par l'entretien avec la victime. On écoute, on évalue la situation, on prépare l'intervention et cette préparation est d'une grande importance parce que il nous permet de comprendre, si vous voulez, ce que vit réellement l'élève avant d'engager quoi que ce soit. La deuxième étape consiste en des entretiens individuels avec chaque élève concerné, que ce soit des auteurs présumés, que ce soit des auteurs avérés, que ce soit des témoins, séparément et sans accusation surtout.
La question, c'est toujours la même. Je suis préoccupé pour votre camarade. Si jamais, par exemple, on reprend l'exemple de Nadia, on est préoccupé pour votre camarade Nadia. Et qu'est-ce que toi, concerné par cette situation, tu peux faire pour l'aider? Cette formulation est très importante. Pourquoi? Parce qu'il ne condamne pas et l'implique. Et ça, c'est le plus important pour nous. Alors, l'étape numéro 3, c'est s'engage à réaliser. Le geste est simple, mais un engagement personnel significatif. La 4e étape, c'est le suivi. Et c'est ce suivi qui consolide les résultats dans la durée. Alors, le résultat attendu à chaque fois, c'est une diminution rapide des situations de harcèlement, une restauration du lien social dans le groupe, une réintégration de la victime parmi les pairs. Alors passons maintenant à la mise en œuvre. La mise en œuvre pratique, c'est-à-dire pour répondre à la question comment cela se passe-t-il concrètement dans l'établissement. Alors tout commence bien sûr par la détection, par l'identification d'un signal, un élève isolé, un comportement qui change, une posture qui change, une rumeur qui circule. Ce signal doit être pris au sérieux, même s'il est faible. Dès que l'alerte est donnée, la première question à se poser est faut-il sanctionner immédiatement? C'est-à-dire, est-ce qu'on va sanctionner ou non? Alors, nous avons bien sûr de deux choses l'une, comme on dit. S'il y a un acte grave, s'il y a une agression physique, par exemple, une menace sérieuse, la sanction tombe. Et c'est bien sûr le chef d'établissement qui s'en charge. Et c'est là, bien sûr, un rôle aussi très important du dispositif et de la méthode, c'est que la méthode de préoccupation partagée s'enclenche systématiquement en parallèle. Pourquoi? Parce que la sanction punit l'acte, mais ne résout pas la dynamique de groupe. Alors, dans la majorité des cas, il n'y a pas de sanction immédiate. Alors, on ouvre alors un délai de 15 jours. Alors, pendant les 2 semaines, l'équipe de la méthode de préoccupation partagée se mobilise sur 3 axes. Soutenir la victime et assurer la famille, 1. 2. Mener les entretiens individuels avec les auteurs et les témoins, puis assurer un suivi serré. À l'issue de ce processus, 2 issues encore sont possibles. Soit la situation est résolue, et c'est le cas dans 88% des situations, selon les évaluations menées en France et au Maroc, soit elle persiste et on passe à la sanction. Et comme je viens de le dire, c'est le chef de l'établissement qui bien sûr s'en charge. Alors pour la cellule quand même dans le cas de la sanction, la cellule accompagne les intimidateurs et renforce la protection de la victime. Et si le besoin s'en fait sentir, un psychologue scolaire peut être sollicité, notamment lorsque l'incident de harcèlement révèle d'autres difficultés, qu'il s'agisse de causes ou de conséquences. Alors regardons maintenant le rôle structurel de la méthode de la préoccupation partagée dans ce dispositif IAM. Et donc on est en train de l'envisager, cette méthode, non pas comme un outil isolé que l'on sort du tiroir uniquement quand une crise éclate ou se déclare, mais c'est un outil qui agit comme un cycle en 4 niveaux. Premier niveau, c'est la prévention, et donc qui vise à développer un climat scolaire protecteur avant même que des situations apparaissent, former les intervenants à reconnaître le signe faible et faire de la bienveillance une pratique au quotidien de la vie scolaire, le repérage qui consiste à l'identification des situations à risque dès leur émergence avant qu'elles ne s'installent durablement,
Et justement, dans les formations qui sont implémentées sur le terrain, on insiste beaucoup sur les facteurs de risque et aussi sur les signes d'alerte et tout ce qui s'y rapporte, et ce, dans tous les niveaux de la cascade de la formation. Troisième niveau de ce cycle, c'est le traitement, et qui appelle à mobiliser le groupe pour protéger la victime, transformant les acteurs de l'intimidation en acteurs de la résolution, et c'est ça le cœur, si vous voulez, de toute l'approche. Et c'est ici que la méthode exprime toute sa force opérationnelle. Le dernier niveau de ce cycle, c'est le suivi qui permet de sécuriser la situation après l'intervention, consolider le changement et s'assurer que la réintégration de la victime tient dans le temps. Ce cycle complet, couvrant tout le spectre de la vigilance en amont à la consolidation, fait de la méthode de la préoccupation partagée non pas un outil qui débloque et résout des situations, mais confirme à l'école une de ses missions principales, être un espace de sécurité pour chaque enfant. Donc, après cette parenthèse technique de la mécanique de la MPP, on ouvre ici celle de la stratégie nationale pour voir comment le dispositif est organisé pour la déployer. Alors, le dispositif Ihtimam al-Mushtarak repose sur un enjeu clair. C'est de doter chaque établissement scolaire d'une équipe formée, outillée et capable de traiter les situations de harcèlement de manière autonome. Pour y parvenir, à l'échelle de 2190 collèges du territoire marocain, le dispositif s'appuie sur un modèle de formation en cascade sur 4 niveaux, du formateur national jusqu'aux élèves ambassadeurs. Chaque maillon forme et accompagne le suivant. Alors, ce modèle produit 3 résultats concrets. Alors, d'abord, un guide national, une certification des formateurs, une labellisation des établissements qui sont engagés. Alors, ce modèle, aussi rigoureux soit-il, ne prend tout son sens que lorsqu'il s'inscrit dans la réalité de notre découpage territorial. Pour passer de la stratégie à l'action, le dispositif s'articule autour de plusieurs échelons de pilotage. Alors, au niveau national, le cadre est défini, les ressources sont créées, l'impulsion est donnée, et c'est à ce niveau qu'ont été élaborés les guides et les référentiels. Alors, deuxième échelon, c'est les 12 académies régionales, les AREF. Alors, ils assurent le pilotage académique au niveau de l'académie, ils forment les formateurs secondaires et assurent le suivi de la mise en œuvre dans leur territoire. Troisième échelon, les 82 directions provinciales. Et cet échelon constitue le niveau d'ancrage local et sont le relais entre l'académie et les établissements. Et au bout de cette chaîne, les 2190 collèges, c'est là, oui, il manque un zéro, c'est une erreur, c'est 2190. C'est là que la méthode doit vivre au quotidien dans chaque classe et dans chaque couloir. Alors, comme vous le voyez, cette architecture territoriale n'a qu'une seule finalité, faire en sorte que cette chaîne de compétences aboutisse, in fine, au cœur de nos 2190 collèges. Alors, pour concrétiser cette ambition, un mécanisme de transmission rigoureux s'impose, c'est la formation en cascade. Je vais essayer de vous donner un aperçu de l'implémentation de la formation. Alors, premier niveau de la cascade, c'est les formateurs principaux. Et donc, qui ont bénéficié d'une formation de 10 jours, supervisée directement par la chef de projet. Et ces formateurs construisent le guide national lors de leur formation. Ils constituent la référence méthodologique nationale. Le niveau 2, c'est les formateurs secondaires et qui ont bénéficié d'une formation initiale de 5 jours, complétée par 12 jours
de formation annuelle sur toute la durée du déploiement, c'est-à-dire de 2022 à 2026. Et ces formateurs sont accompagnés par les formateurs principaux. Ils forment les acteurs de terrain dans les AREF et dans leurs AREF respectives. Alors, le niveau 3, c'est les acteurs de terrain. Formation pratique, donc de 3 jours, axée sur la mise en œuvre concrète dans les établissements. Et ce sont eux qui activent la méthode sur le terrain, dans les cellules, au sein des établissements scolaires. Ce sont des enseignants, des membres des cellules de veille, de prévention, des cadres d'appui, et ainsi de suite. Donc des acteurs pédagogiques qui travaillent sur le terrain dans les établissements. Le niveau 4, c'est le niveau des élèves ambassadeurs. Ils ont un programme dédié, formé pour détecter, soutenir et orienter leurs camarades. Ces élèves jouent un rôle crucial. Souvent, un élève en difficulté parlera d'abord à un père avant de s'adresser à un adulte. Et bien sûr, comme je suis normalement formateur principal dans ce dispositif, j'ai moi-même vécu ce dispositif de l'intérieur en tant qu'un des 32 formateurs principaux. Et donc, comme je viens de le dire, tout a commencé par une immersion de 10 jours de formation intensive qui était répartie en 3 sessions. Alors, sous l'égide de l'experte, bien sûr, du projet, Madame Amal Hassoun, ce furent des moments d'échange privilégiés avec des spécialistes de différents horizons, traitant du harcèlement sous toutes ses formes, et donc même le cyberharcèlement et tout ce qui se rapporte des aspects techniques, des aspects juridiques, et ainsi de suite. Et puis, fort de cette expérience, je suis passé à l'action et j'ai ainsi pris en charge la formation des formateurs secondaires au niveau de la région de Bni Mellal Khnifra, ainsi que celle de Casablanca. Et mon engagement aussi s'est porté auprès des établissements en supervisant la formation des intervenants du terrain qui étaient pris en charge par les formateurs secondaires dans la région de Bni Mellal, dans la région de Frey Ben Salah et aussi à Zilal. Mais au-delà de cette expérience personnelle, singulière, il faut dire que c'est toute une architecture humaine qui s'était mise en mouvement. Les chiffres que vous voyez à l'écran témoignent de l'ampleur de cette mobilisation nationale entre 2022 et 2026. Nous parlons ici d'une véritable force vive. Depuis les 32 formateurs principaux, on passe à 250 formateurs secondaires qui assurent le relais dans chaque région. Ces efforts de transmission ont permis de doter notre pays de 8000 professionnels qui sont formés. Le chiffre, bien sûr, qui montre un impact passif sur le terrain, c'est les 2190 collèges de l'ensemble du territoire du Maroc. Mais un autre chiffre très éloquent, c'est celui des élèves ambassadeurs, qui s'élève bien sûr à 22 000 élèves ambassadeurs qui sont formés et qui sont aujourd'hui dans les établissements à participer, à contribuer dans l'implémentation et le déploiement de ce dispositif. Alors, un dispositif structuré a besoin d'outils. Et donc, je devrais donc en parler pour vous donner une idée de ces outils que j'ai signalés rapidement. Et pour harmoniser les pratiques et de mécanismes de qualité pour garantir la durabilité, dans cette phase, on parlera essentiellement de 3 ressources documentaires complémentaires qui sont conçues pour accompagner chaque niveau de la cascade. Première ressource documentaire, c'est le guide formateur. Alors, ce guide formateur assure une méthodologie pédagogique pour accompagner le déploiement de la MPP en formation, c'est la référence pour les formateurs principaux et les formateurs secondaires. Deuxième ressource, c'est le guide praticien.
Et comme son nom l'indique, il contient les protocoles opérationnels et les fiches pratiques pour la mise en œuvre sur le terrain. Troisième ressource, c'est le référentiel de labellisation. Alors pour donner aussi aux établissements une certaine légitimité, mais une certification aussi qui les rend visibles en tant qu'établissement qui s'occupe et qui donne l'attention nécessaire à ce phénomène du harcèlement. Donc, ce référentiel définit les critères de qualité et les indicateurs de mise en œuvre et qui permettent de reconnaître ces établissements et de mettre en œuvre le dispositif avec rigueur. Alors, ces trois outils forment une boîte à outils cohérente qui garantit la qualité des interventions et la méthode aussi appliquée de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Alors, la solidité d'un dispositif ne se mesure pas uniquement à son lancement, mais se mesure surtout, principalement, à sa capacité à tenir dans le temps, à s'adapter et à rester vivant. 4 éléments garantissent cette solidité pour le dispositif IAM. D'abord, le guide national dont je viens de parler, qui normalement structure les pratiques et garantit la cohérence. Un maintien en compétences intégrées, parce que tout simplement, les formateurs secondaires bénéficient de 2 jours de formation chaque année sur toute la durée du déploiement. L'objectif n'étant pas de dupliquer et de répéter la formation, mais surtout de mettre à jour et de rectifier et de réguler à partir des éléments qui ressortent, si vous voulez, du terrain. Troisième élément, c'est une supervision directe. Alors, lors des formations des secondaires, la chef de projet est présente pendant 2 jours. Cette présence garantit la qualité pédagogique, l'alignement méthodologique et maintient la dynamique collective. 4e élément, c'est un accompagnement terrain continu. Les acteurs de terrain formés sont suivis, bien sûr, ils sont encadrés par les formateurs secondaires dans leur mise en œuvre. Et la méthode ne reste pas théorique, au contraire, elle est accompagnée jusqu'à devenir une pratique professionnelle réelle. Il faut dire aussi que s'engager dans ce dispositif IAM, ça compte et ça se voit. Et ça, c'est très important aussi pour les gens qui s'engagent et qui s'impliquent dans le processus. Le dispositif prévoit 3 formes de reconnaissance. Une reconnaissance, bien sûr, qui a son importance et, si vous voulez, son impact direct sur la réussite et sur l'efficience de la procédure. Donc, j'ai déjà parlé de la labellisation des établissements. C'est une reconnaissance officielle qui respecte les standards de qualité du dispositif et maintiennent leurs cellules actives. Ce label est visible, signifiant pour les élèves et pour les familles. Deuxième reconnaissance, c'est la certification des compétences. Et là, on parle de la validation officielle des acquis des formateurs ayant suivi le parcours complet IAM. Les compétences développées relationnelles méthodologiques sont reconnues et inscrites au parcours professionnel. Troisième reconnaissance, c'est la valorisation du parcours professionnel. L'engagement dans le dispositif est reconnu institutionnellement et ce n'est pas finalement du bénévolat invisible. Alors, ces chiffres et ces outils illustrent l'envergure du projet et la transformation qui s'opère au sein des établissements. Mais pour appréhender encore plus la réalité des faits, il nous faut désormais porter notre regard sur ce que nous dit le terrain. Et dans cette phase, je vais essayer de voir comment est-ce que, à cette étape de déploiement, parce qu'on est déjà à plus des 2/3 de la période et des chiffres du déploiement, on va se poser cette question de ce que nous dit le terrain. Ici, donc, je souhaiterais mettre en relief ce qui ressort effectivement et les retours d'expérience des acteurs pédagogiques, les enseignants, les cadres d'appui
et les cellules de veille. Alors, voyons ensemble d'abord ces 5 caractéristiques essentielles qui ressortent de cette mise en œuvre concrète et qui font aujourd'hui la force de la démarche, si vous voulez, pour commencer déjà par le devoir-être. Un établissement qui protège vraiment ses élèves et se reconnaît, un établissement se reconnaît à 5 caractéristiques. Alors la première, bien sûr, c'est une équipe qui est formée. Une équipe qui est formée, donc qui est là avec ses cadres qui sont formés et avec la méthode qui est donc unifiée et cohérente. Une cellule identifiée. Alors, une cellule identifiée, c'est une structure qui est reconnue par tous. Et ça, c'est très important dans un établissement. C'est-à-dire que tout le monde dans l'établissement, que ce soit les élèves, que ce soit les acteurs pédagogiques qui sont sur le terrain, ils sont au courant, bien sûr, de l'existence de cette structure, avec, bien sûr, une prédisposition à passer à l'action dès le premier signal et pas une cellule qui se constitue dans l'urgence le jour de la crise. Alors, 3, des élèves ambassadeurs. Alors, des pairs qui sont formés pour détecter, pour se tenir et pour orienter, et sont souvent le premier point de contact d'un élève qui est en souffrance. Et puis, numéro 4, une écoute active, c'est-à-dire que les élèves concernés et tous les élèves de l'établissement, ils savent qu'ils peuvent parler. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ils savent qu'ils seront réellement entendus. Numéro 4, un traitement rapide. Chaque situation déclarée, chaque situation qui se déclare, elle est prise en charge. Et rapidement, surtout rapidement, et chaque semaine qui passe, normalement, son intervention représente une déperdition, mais une semaine de souffrance supplémentaire pour l'élève concerné. Alors, ces 5 piliers que nous venons d'énumérer ne sont plus de simples vœux. Ils sont aujourd'hui corroborés par les retours d'expérience des équipes qui sont sur le terrain et qui sont convergents et encourageants sur plusieurs points. Alors, la première des choses, c'est bien sûr une cohésion opérationnelle. Les équipes éducatives se structurent plus facilement et interviennent facilement aussi et efficacement. Le soutien au chef d'établissement. Et ça, c'est très important aussi parmi les retours d'expérience, c'est qu'un certain nombre de chefs d'établissement expriment un réel soulagement. Le dispositif leur donne un cadre légitime d'action, bien sûr. Un ancrage culturel. L'appellation même du dispositif Al-Ihtimam Al-Mushtarak résonne avec des valeurs culturelles profondément ancrées. Ce cadre d'appui renforce naturellement l'adhésion et la dynamique collective. Il faut le dire, cette facilité d'adhésion ne lève pas pour autant tous les freins, tous les obstacles, toutes les difficultés, mais bien sûr, comme les difficultés rencontrées dans l'appropriation de la méthode et du dispositif, mais ce sont des choses donc qui vont rester un défi majeur et on le verra sous peu. Le profil des formateurs et des intervenants aussi. Alors, aborder les défis d'un déploiement. Alors, pour en revenir aux défis, pour nous, c'est un gage de transparence et de sérieux. Malgré une dynamique positive dans toutes les académies, nous avons identifié quelques zones de vigilance. Et on va vous l'assurer, ce sont des difficultés qui s'imposent bien sûr, mais que nous considérons comme des points de vigilance, donc qui vont être les moteurs, si vous voulez, de la consolidation et de la régulation. D'abord, un défi, bien sûr, qui se rapporte aux contraintes administratives, surtout certains retards dans les ordres de mission, dans les convocations, des contraintes parfois budgétaires et opérationnelles et organisationnelles, et puis parfois des conditions de déploiement qui sont variables entre les AREF. On a un autre défi de l'appropriation. Comment passer d'une culture de la sanction à une culture de la méthode de la préoccupation partagée qui, elle, est fondée sur on va dire, une logique non blâmante, une logique, on va dire,
de préoccupations partagées justement. Et donc, et ceci malgré l'ancrage culturel et malgré la sélection fine des intervenants. Et puis, la continuité humaine, la charge de travail élevée, mais surtout certaines mutations des acteurs pédagogiques parfois. Il semble donc poser quelques difficultés bien sûr, à soustraire et à relever. Alors, au-delà de ces aspects humains et logistiques, deux défis structurels majeurs retiennent notre attention aussi. C'est la question de la coordination nationale et surtout, je suis en train d'entendre une coordination importante entre le projet de la MPP et celui des CPS, c'est-à-dire les compétences psychosociales, et qui est en train de se faire maintenant pour garantir une intégration fluide et homogène à l'échelle nationale. La fiabilité des indicateurs, nos outils de reporting sont encore en phase de structuration et on est en train de voir comment consolider, si vous voulez, et approuver les chiffres qui sont au niveau du terrain. Alors, les retours du terrain permettent également d'identifier 4 facteurs qui distinguent les établissements où le dispositif fonctionne réellement et efficacement. Le leadership des chefs d'établissement, la cellule qui est formalisée, la formation continue et l'articulation des acteurs, et je viens d'en parler, les compétences psychosociales et l'équipe MPP. Alors nous arrivons au terme de cette présentation et je voudrais revenir sur ce qui donne tout le sens à ce dispositif. Al-ihtimam al-mushtarak ou la préoccupation partagée, ce nom dit tout. La protection d'un élève est l'affaire de l'école entière, des enseignants, des conseillers, des chefs d'établissement et des apprenants eux-mêmes. Quand la préoccupation devient partagée, l'engagement devient collectif. Le dispositif Al-ihtimam al-mushtarak traduit concrètement cette conviction. En formant les professionnels, en structurant les cellules, en engageant les élèves ambassadeurs, on construit progressivement une communauté protectrice autour de chaque élève, autour de chaque enfant. Notre horizon, c'est cette école que nous dessinons ensemble. Une école plus protectrice, plus sereine et résolument inclusive. Car c'est uniquement dans cet espace de confiance que chaque enfant, sans exception, peut trouver le chemin de sa propre réussite. C'est un engagement que nous portons ensemble, protéger, mobiliser et faire réussir chaque élève. Merci de votre écoute et de votre attention. Voilà, merci. On arrive à la fin de cette conférence et nous sommes là. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous dire, nous sommes là pour partager, pour écouter et pour répondre. Voilà, il y a le micro. Il y a des questions là-bas. 5 minutes, bien sûr, on ne dépasse pas parce que là, il y a une autre conférence qui suit. Alors, bonjour. Je suis heureuse d'assister à cette conférence. Merci à vous. Merci pour le choix de ce sujet, un sujet actuel et qui vient au cœur des préoccupations de tous les acteurs pédagogiques. Là, j'ai 2 questions. La première question s'articule sur le dispositif qui garantit le suivi, ce dispositif dont vous avez parlé. Donc, elle est bien sûr destinée à la victime, mais est-ce qu'on a pensé à le faire destiné aussi à la source d'harcèlement, c'est-à-dire l'harceleur qui, bien sûr, qui va répéter, qui va bien sûr faire répéter ces harcèlements. La deuxième question touche
la sanction. Vous avez parlé d'une sanction immédiate. Comment peut-on mettre en œuvre cette sanction sans toucher au côté enfantin de l'enfant? Parce que si la sanction va prendre je dirais un parcours un peu négatif, alors l'harceleur va comme sorte de rejet, de revendication et d'objection, va peut-être faire répéter ces harcèlements. Et merci à vous, merci infiniment. Merci. Alors, je prends 2-3 questions. On va passer le micro et après, je réponds à l'ensemble parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, vu le temps que... Merci, madame. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est un travail extrêmement intéressant, très riche. Et vraiment, je suis très, très contente de voir sa mise en œuvre dans les établissements au Maroc. Juste, je voulais poser une question. Tout à l'heure, vous avez abordé le harcèlement sexuel. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est que, évidemment, le harceleur, harcèle sa victime, mais j'ai envie de dire, il sait doublement qu'il harcèle parce qu'il touche sur un sujet tabou de la société. Et donc, la question, elle concerne aussi le formateur. Comment fait-on pour aborder cette question taboue auprès des formateurs pour qu'ils le vivent eux-mêmes et qu'ils perçoivent la personne comme étant réellement une victime et non quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et qui finalement est puni pour ce qu'elle a fait. C'est ça, parce que vous avez aussi parlé de cet ancrage culturel. Oui. Et donc, c'est une question qui m'est immédiatement venue à l'esprit. Merci, mais je dois vous avouer que ça ne remet absolument pas en question votre travail qui est formidable. Merci. Et je vous en remercie. Merci, madame. Et je répondrai aussi à cette question. Je vais être très rapide. D'abord, félicitations pour cette brillante intervention. Merci. Qui non seulement pose la problématique, mais qui pose aussi les stratégies et les mécanismes de sa mise en œuvre. Merci. Je voudrais être très rapide. Une question. C'est un projet louable qui va donner ses fruits. Vous êtes actuellement dans l'optique de sa généralisation, surtout les établissements du Maroc. Sachant que vous allez sûrement arriver à cette généralisation. Maintenant, j'ai envie de poser la question par rapport à la pérennisation de l'organisation et de la stratégie, sachant que les enfants vont passer et on en aura d'autres générations. C'est là ma question. Merci. Alors, je prends une dernière question et je dois libérer le plancher, comme on dit. Alors, voilà, c'était vous. Voilà, c'est la dernière question. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens de féliciter pour le réussite de cette intervention. J'ai une question courte. Est-ce que toujours il doit penser ou travailler pour chercher, pour lutter contre l'harcèlement? Et pourquoi pas de penser à l'autre côté, c'est-à-dire de chercher des outils. Pourquoi? Pour développer la capacité d'adaptation chez les apprenants, pour éviter tous ces problèmes. Merci. Et merci. Merci. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Je donne une réponse. Après, Hassan, si tu as des choses à rajouter, qui se sont ancrés, il y a une violence avérée, on va sanctionner, parce que là, on va sanctionner la violence. De le mentionner, parce que nous, c'est tout de cette méthode, c'est une méthode non blâmante. Donc, les psychologues qui vont régler le problème du harcèlement. Le psychologue, il va traiter des blessures. Le harcèlement, c'est un problème d'une dynamique et de groupe et de relation. Donc, ce ne sont que les adultes de l'intérieur. Moi, quand on m'appelle pour intervenir sur une situation de harcèlement dans un établissement, je n'ai aucune légitimité ni aucun statut pour régler. Par contre, chaque
membre de la cellule a ce pouvoir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Par rapport au sexting et par rapport à tout ce qui est sexuel, oui, vous avez raison de poser cette question parce que quand on a travaillé sur cette méthode, vous avez vu, on a mis 10 jours de formation et c'était pas anodin parce qu'il y a travaillé sur la posture, sur la représentation. Il y a toutes ces représentations-là, mais il y a aussi toute la posture. Parler de non sanctionné, ça a été un choc au début, mais comprendre comment est-ce qu'on peut amener la non-sanction et l'éducation, et que c'est des moments d'éducation et de croissance, et ben, finalement, on a l'adhésion, même si au début, il y avait de la résistance, mais c'est aussi notre rôle, c'est de semer ces petites graines, de nous battre contre des représentations. Ça ne change rien à notre culture, à notre religion. Nous conservons tout ça et nous travaillons sur ces représentations. Ensuite, vous avez dit la pérennité. La pérennité, tant que moi je suis en vie, personne ne va se débarrasser de moi. Moi, je suis ce projet au quotidien. Mais ce n'est pas, je ne suis pas éternelle, ça c'est clair, je plaisante, mais c'est que nous avons mis un dispositif pour le suivi. Monsieur Chbani a parlé de la labellisation. Vous ne pouvez imaginer la puissance de cette labellisation, parce que c'est une motivation. Ça amène les établissements à faire le nécessaire et à maintenir. Et la labellisation, elle est renouvelable. C'est pas, on dort pas sur ses lauriers. Donc, nous avons développé une plateforme nationale où de Casablanca ou de Rabat, nous avons les remontées terrain. Et là, on est là comme un tableau de bord, on voit, ah, là c'est vert, on va labelliser. Très bien. Ce n'est pas un système de contrôle, c'est un système d'accompagnement. Et quand on voit un établissement au rouge, parce qu'il n'a pas pu répondre à tous les critères, eh ben, nos formateurs, toutes les équipes de formateurs vont se mobiliser pour accompagner cet établissement pour obtenir sa labellisation. Donc voilà, on a imaginé un système avec tout l'accompagnement avec les guides, avec cette certification des formateurs. La labellisation, c'est pour pérenniser et répondre à votre réponse. Dernière question, si ma mémoire ne me lâche pas. Alors, votre question, c'était au sujet de... Merci beaucoup, Madame Amal. Alors, si j'ai bien compris la question de notre camarade, il a parlé de l'adaptation, c'est-à-dire comment est-ce que, avant de procéder à l'intervention, avant de procéder, bien sûr, au traitement des cas, comment est-ce que le dispositif il prévoit un peu l'adaptation? Et si j'ai bien compris votre question, vous êtes en train de parler surtout sur la prévention, c'est ça? Et donc, bien sûr, la prévention fait bien partie, si vous voulez, du dispositif. Rien que d'installer la cellule déjà et de préparer, bien sûr, la formation des acteurs pédagogiques, des élèves ambassadeurs, c'est tout, si vous voulez, un volet qui s'attache effectivement et justement à la prévention. La prévention aussi, il est intégré dans les établissements. Et le temps nous a pas permis de faire un peu les relais avec ce qui se fait au sein de l'établissement et surtout dans le cadre des PEI qui sont aujourd'hui la feuille de route des établissements. Il y a toute, si vous voulez, une partie, une phase assez conséquente qui est réservée à tout ce qui est préventif à tout ce qui est donc là pour prévenir les cas de harcèlement en milieu scolaire. Mais quand même, on suppose que dans un établissement qui est un espace social par définition, on suppose que peut-être il y aurait des cas qui vont s'avérer et donc on est toujours là pour intervenir, mais intervenir avec une méthode qui est là, une méthode qui est cohérente, une méthode qui est unifiée à l'échelle du territoire. Alors, je ne sais pas si j'ai touché à votre question, si j'ai bien compris. Alors, sinon, je vous remercie infiniment.
Merci. Je vais juste rajouter un truc pour vous rassurer, parce que votre question est pertinente. Pourquoi attendre que ça arrive pour aller soigner? Bien sûr, comme l'a dit Sir Hassan, on a beau dire shit, sninat, ne mange pas du sucre, on a une carie et donc il faut intervenir. C'est le curatif. Mais tout ce qui est prévention, vous savez que dans les collèges pionniers, on a mis des compétences psychosociales dont a parlé Sir Hassan. Et personnellement, je suis dans les 2 projets et notre cible finale, c'est le terrain et nous sommes en train de faire converger les 2 projets, et dans ce projet-là, il y a beaucoup de prévention. Tous les ateliers de compétences psychosociales, ça travaille sur savoir communiquer, la connaissance de soi, la pression du groupe, etc. Et bien sûr, le harcèlement et le cyberharcèlement et on rejoint les 2 et donc il y a ce souci de relier tout ça. Et vous avez raison de vous poser cette question, pourquoi attendre, pourquoi ne pas prévenir? On y pense, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule porte d'entrée pour la prévention, il n'y a pas que les compétences psychosociales, il y a un tas de choses qui se font et alhamdoulilah, on le voit dans notre pays, il y a un grand sursaut, il y a de la formation à tous les niveaux, il y a une belle prise de conscience pour nous donner les adultes de demain, Inch'Allah, les meilleurs qu'on puisse espérer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est vraiment, je vous laisse, on a une autre conférence. Merci, merci.